Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, je te propose un cours sur le PLU, le plan local d'urbanisme. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps l'élaboration d'un PLU, puis le contenu du PLU, les effets du PLU-H et enfin l'évolution du PLU. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, commençons par étudier ensemble comment s'élabore un PLU. Tout d'abord, il faut que tu saches que le PLU, le plan local d'urbanisme, a été créé par la loi SRU du 13 décembre 2000. Tu peux noter que la délibération de l'organe délibérante de l'EPCI compétent ou encore du conseil municipal va venir prescrire, élaborer l'établissement d'un PLU. D'autre part, l'élaboration va se terminer par la délibération du même organe qui va donc l'approuver. Tu peux noter que le PLU est constitué de deux grandes étapes. Tout d'abord, il va y avoir la décision qui permet l'élaboration du PLU, puis on va avoir l'enquête publique et donc ensuite l'achèvement avec l'approbation pour la mise en place du PLU. À présent, regardons le contenu des PLU. Tout d'abord, il faut que tu saches que le PLU se doit d'être compatible avec les principes des articles énoncés dans le Code de l'urbanisme, les articles L101-1 A-3 du Code de l'urbanisme. Le coefficient d'emprise au sol. Ce terme a été supprimé dans le Code de l'urbanisme depuis la loi ALUR. Toutefois, on y fait quand même encore référence. Il faut que tu saches que ce coefficient permet de contrôler la surface constructible dans leur territoire. Et le PLU se doit de comporter ce CES pour savoir la constructibilité possible envisagée sur un sol. D'autre part, ce coefficient permet aux communes d'établir donc les surfaces constructibles d'un terrain et ainsi de limiter l'imperméabilisation des sols. D'autre part, tu peux noter que l'emprise au sol est une unité de mesure qui va donc être calculée en mètres carrés, alors que le CES est un ratio entre 0 à 1, qui lui va donner le pourcentage du terrain dans lequel on peut construire. D'autre part, en l'absence de dispositions contraires dans le plan local d'urbanisme, l'assiette de calcul du coefficient d'emprise au sol correspondra donc à la superficie totale du terrain d'assiette du projet, et il inclura également ses parties inconstructibles. Voici un petit exemple. Monsieur X veut construire sa maison sur un terrain de 1000 m². Toutefois, le maire l'informe que le CES, le coefficient d'emprise au sol, à respecter dans sa parcelle est de 0,2. Donc Monsieur X doit calculer l'emprise au sol constructible de son terrain. Donc on va poser la formule suivante. Emprise au sol maximale est égale à la surface du terrain multipliée par le CES. On va donc faire 1000 m² qui correspond à la surface du terrain, multiplié par le ratio CES qui nous a été donné de 0,2 et nous verrons que cela nous donne 200 m². Ainsi, Monsieur X a une surface maximale constructible de 200 m². Continuons sur le contenu des PLU. Tu peux noter que nous avons besoin également dans le PLU du coefficient de pleine terre. En fait, ce coefficient, c'est la proportion entre la surface en pleine terre et la surface de l'unité foncière du projet. Ainsi, pour le calculer, on va simplement prendre la surface des espaces verts en pleine terre, puis on va diviser ce nombre par la surface totale de la parcelle. Ainsi, le règlement peut identifier et également localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, mais également les îlots, les immeubles, etc. Il peut imposer, ce PLU, une production minimale d'énergie renouvelable. Tu peux noter d'autre part que le PLU peut prévoir des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés. Donc il a un spectre très large. À présent, regardons ensemble que le PLU comporte également et doit comporter des annexes. En effet, les annexes vont venir préciser les différentes servitudes d'utilité publique que nous avons vues dans une précédente vidéo. En effet, ces servitudes
vont préciser donc en quoi elles affectent l'utilisation du sol et qui sont donc précisées par décret en Conseil d'État. Donc voilà, nous avons vu ensemble le contenu des PLU. À présent, regardons ensemble les effets du PLUH. Alors, PLUH, c'est simplement le plan local d'urbanisme et de l'habitat. Tout d'abord, étudions ensemble le caractère exécutoire du plan local d'urbanisme. Ici, on va poser deux hypothèses. Tout d'abord, on hypothèse la situation dans laquelle le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé. Si on est dans cette hypothèse-là, le PLU sera exécutoire dès lors qu'il a été approuvé et transmis à l'autorité administrative compétente de l'État. Bien sûr, dans les conditions qui sont donc fixées aux articles L 2131-1 et 2131-2 du Code général des collectivités territoriales. Deuxième hypothèse à présent. Si nous nous trouvons dans la situation dans laquelle le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou encore lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local d'habitat, ici, on va le publier et le transmettre à l'autorité administrative compétente de l'État, dans les conditions donc fixées aux articles précédemment cités, et il deviendra donc exécutoire à l'issue d'un délai de 1 mois à compter de sa transmission aux autorités compétentes. Donc on voit bien ces deux hypothèses que l'on doit quand même bien distinguer pour comprendre les différents effets du PLU en ce qu'il est exécutoire de différentes manières. À présent, regardons ensemble le respect obligatoire du PLUH. Il faut que tu saches que le PLU est opposable à toute personne publique et privée, et ce, pour tous travaux, toute construction ou encore aménagement. Il est obligatoire pour tous. D'autre part, il est opposable aux servitudes d'utilité publique. Enfin, regardons ensemble les différentes évolutions possibles des PLU. Tout d'abord, en ce qui concerne l'évaluation du PLU. Il faut que tu saches que 9 ans maximum après la délibération sur son approbation, l'EPCI, ou disons plutôt l'organe délibérant de l'EPCI, se doit, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, poser une évaluation, un bilan du PLU. D'autre part, on va venir poser une analyse des résultats qui vont donc donner lieu à une délibération de ces mêmes organes délibérants après que celui-ci a sollicité l'avis de ses communes membres ou du conseil municipal sur l'opportunité de le réviser par exemple. À présent, regardons ensemble la révision du PLU. Tu peux noter que la révision du PLU peut concerner toutes ces dispositions, mais également peut concerner une seule d'entre elles. Il existe deux procédures de révision. La première, que l'on appelle la procédure ordinaire. Elle est régie à l'article L 153-31 du Code de l'urbanisme. Je te conseille d'aller le lire. La deuxième procédure, c'est la procédure dite simplifiée. Ici, le projet de révision, arrêté, fait seulement l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'EPCI compétent ou encore de la commune et des personnes publiques associées. Et ce, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durable. Il existe également la possibilité de modifier le PLU. Et ce sont les articles L 153-36-41 et 45 du Code de l'urbanisme qui le régit. Je te conseille également d'aller le lire. Ensuite, il y a la mise en compatibilité du PLU. Ce sont les articles L 153-49 et R 153-14 et suivants du Code de l'urbanisme qui le régit. Il existe la mise à jour du PLU. Et c'est l'article R 153-18 du Code de l'urbanisme qui le régit. Dans la description, je te donnerai un lien qui te permettra d'avoir des schémas très bien expliqués pour bien comprendre ces différentes évolutions possibles du PLU. J'espère que ce cours en droit de l'urbanisme a bien su t'aider et a pu en tout cas t'éclairer dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et également à la partager. Et je te dis à bientôt!